La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Les voitures électriques en hiver, pas de panique, votre autonomie va baisser. La Mini Cooper SE 3 portes arrive. La Tesla Model 3 devient le véhicule électrique le plus efficace sur les routes. La Cour suprême du Canada a rejeté l'appel de Volkswagen et Audi grâce à André Bellil et l'AQLPA. Ford lance la Mustang Mach-E 2021. Il y a de plus en plus de BRCC qui s'installent au Québec. Pierre Tadros nous parle du GOM des voitures l'hiver. Mélanie Réaume nous parle de la voiture électrique au féminin. Tout ça et bien plus encore dans la 68e édition de ce balado. Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis animateur de la balado Silence on roule et administrateur de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion plaisir que j'anime ce balado dédié 100% aux voitures électriques. Nous voilà maintenant rendus avec des températures, ma foi, vachement proches de ce qu'on a normalement au mois de décembre ou janvier. On est rendu avec des températures hivernales et plusieurs nouveaux propriétaires de voitures électriques sont parfois surpris du comportement de leur véhicule en hiver. Parfois même, j'oserais dire, et on est encore surpris qu'en 2019, on soit encore face à ce problème, à des consommateurs qui ont été mal informés lors de l'achat de leur véhicule et qui se surprennent de voir la performance en autonomie du véhicule être affectée par la température. Il faut juste rappeler à tout le monde qu'une voiture électrique va avoir une baisse de performance, d'autonomie en fait, pas de performance générale du véhicule, mais essentiellement d'autonomie lorsque les températures plus froides arrivent. Et ça prend pas nécessairement là, des moins 25, moins 30 à bas de zéro. Dès qu'on approche le point de congélation, on voit l'autonomie diminuer. Donc, lorsque notre véhicule est pleinement chargé, le nombre de kilomètres à 100% de charge est plus bas que lorsqu'il faisait 15 ou 20 degrés à l'extérieur. C'est tout à fait normal. Là, je lis encore trop souvent des gens qui ont peur d'avoir une baisse d'avoir perdu de l'autonomie sur leur véhicule, une dégradation de la batterie, ce qui n'est absolument pas le cas. La batterie étant froide perd de sa capacité temporairement. Cette capacité-là, ne craignez rien, vous la retrouverez au printemps quand les températures plus clémentes reviendront. Mais vous allez perdre évidemment de l'autonomie et cette autonomie-là peut atteindre parfois jusqu'à 35, 40, 45% dans les très grands froids de l'hiver, moins 25, moins 30 degrés. Donc, surprenez-vous pas si vous avez une voiture qui devrait vous donner 350 km d'autonomie puis que vous en avez seulement 300, 325. Aux températures qu'il fait, c'est tout à fait normal et ça va descendre encore en bas de ça. Donc, à 100% de recharge, vous aurez une autonomie de beaucoup plus basse que celle que vous aviez cet été et ça va tout revenir au printemps avec les bourgeons, les feuilles vertes et l'autonomie de votre véhicule. Inquiétez-vous pas. Ceci étant dit, on a une émission aujourd'hui sous la couleur de la formation. On a avec nous, pour parler de formation, deux experts de formation au niveau collégial et au niveau secondaire. Donc, je pense que ça va répondre à beaucoup de questions sur les métiers ou les gens qui veulent se spécialiser dans les voitures électriques. Il existe des programmes, mais de la formation dans ce domaine-là, c'est pas mal intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez, si le cœur vous en dit, vous abonner au podcast. C'est la meilleure façon de l'écouter sur iTunes, donc via Apple Podcast. Vous pouvez également y aller par Google Play, par Google Podcast, Spotify, mon Dieu, LinkedIn. Tous les moyens sont bons, tous les bons podcatchers vont fonctionner. Si vous y allez avec un appareil Apple et que vous allez sur le iTunes Store et que vous nous mettez 5 étoiles, eh bien, vous contribuez à nous faire remonter dans la liste des podcasts populaires et ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui peuvent nous trouver et nous écouter par le fait même.
Également, je voulais vous mentionner que le concours macapuche.com, notre nouveau commanditaire, eh bien, vous saviez que ce jeudi, vous aviez jusqu'à ce jeudi là, pour participer au concours et le gagnant avait jusqu'à aujourd'hui, vendredi, pour nous transmettre le mot de passe ainsi que les informations. Évidemment, au moment d'enregistrer le balado, bien, on n'a pas encore le résultat, mais au moment où vous écoutez le balado, le gagnant a probablement été sélectionné et sait qu'il a gagné le prix. On va donc vous en parler dans le prochain balado, l'édition 69, et vous saurez à ce moment-là qui a gagné cette capuche. Je vous rappelle qu'il y en aura une autre capuche à faire tirer dans les prochaines semaines, alors vous avez juste à nous écouter si vous voulez participer. Alors on va tout de suite aux actualités et on vous revient. C'est devant plus de 200 invités spéciaux que la direction de Mini Laval était très fière de dévoiler la première Mini 100% électrique, la Mini Cooper SE 3 portes, pour la toute première fois au Québec. Cette grande première révolutionnaire, tout à fait unique pour le concessionnaire Mini Lavallois et la famille Dargenio, a eu lieu plus de 2 mois avant sa première présentation officielle au grand public au Salon de l'Auto de Montréal en janvier 2020. La Mini Cooper SE 3 portes, tout droit vers un mode de vie urbain électrique. L'environnement est aujourd'hui non seulement une préoccupation, mais une priorité et nous sommes donc extrêmement emballés d'offrir à nos clients cette nouvelle alternative écologique grâce à la Mini Cooper SE 3 portes, souligne M. Massimo Dargenio, directeur de Mini Laval. Auparavant, c'était la Hyundai Ioniq électrique qui était la voiture électrique la plus efficace sur nos routes, mais une nouvelle batterie et de nouveaux moteurs permettent à Tesla de devancer la Ioniq. Hyundai Ioniq électrique doit maintenant laisser sa place à un nouveau champion de l'efficacité en ville. Les estimations de l'EPA ont officiellement fait de la Tesla Model 3 Standard Range Plus la voiture électrique la plus efficace sur le marché aux États-Unis. Cette reconnaissance ne reçoit généralement pas autant d'attention que la capacité énergétique et l'autonomie. L'EPA utilise une norme appelée l'équivalence du nombre de gallons d'essence nécessaires pour rouler une certaine distance et pour démontrer l'efficacité des voitures électriques et hybrides rechargeables, car ils n'utilisent pas de combustible fossile ou seulement partiellement dans le cas des hybrides. Pour atteindre cet objectif, on évalue la quantité d'énergie nécessaire pour un véhicule tout électrique ou hybride pour couvrir une distance déterminée comparativement à l'essence requise pour couvrir la même distance. Dans ce domaine, la Hyundai Ioniq électrique a longtemps été reine avec un indice estimé à 136 mpge, estimé de 1000 par gallon. Hyundai, cependant, a utilisé une plus grosse batterie dans sa voiture pour 2020 et bien que cela augmente l'autonomie à 275 km, cela réduit l'efficacité à 133 mpge combiné alors que le nouveau moteur augmente également la puissance de 118 à 134 chevaux. Cela a permis au Model 3 2020 de remporter le prix tel que confirmé sur le site web de l'EPA dans le cadre du dévoilement des derniers relevés de notation des voitures électriques. L'EPA estime que la Model 3 devrait fournir 141 mpge combinés. Non seulement est-il supérieur au dernier modèle, mais surpasse également les modèles précédents de la Hyundai. C'est un grand jour pour notre ami André Bellil de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. La Cour suprême du Canada a rejeté mercredi l'appel des constructeurs automobiles Volkswagen et Audi qui cherchaient à se débarrasser d'une action collective qui a été autorisée au Québec dans l'affaire désormais connue sous le nom du Dieselgate. On vient de marquer l'histoire, s'est réjoui André Bellil, le président de la QLPA, peu après le jugement rendu par le juge en chef Richard Wagner à Ottawa. Les avocats des parties devront bientôt se présenter en Cour supérieure afin d'établir un échéancier pour les différentes étapes devant mener au procès. Le Sierra Club vient de publier un rapport sur l'expérience de magasinage des véhicules électriques aux États-Unis. Un sondage très révélateur sur l'importance d'avoir une loi zéro émission comme celle qu'on a au Québec. Voici un résumé des principales considérations qui sont ressorties de cette étude et qui confirment l'importance de l'implication gouvernementale, des manufacturiers et des concessionnaires pour une croissance de l'électromobilité. 74 % des concessionnaires automobiles à l'échelle nationale ne vendent pas de véhicules électriques. 10 % des fois où des clients potentiels demandent à conduire un véhicule électrique, les véhicules étaient insuffisamment chargés ou incapables d'être conduits.
44 des concessionnaires qui vendaient des véhicules électriques n'avaient pas plus de 2 véhicules électriques disponibles sur le terrain. Les États-Unis sans loi zéro émission avaient un inventaire de véhicules électriques beaucoup plus limité que les États où une loi zéro émission était disponible. La région de l'ouest des États-Unis disposait d'un plus gros inventaire, une plus grande disponibilité des véhicules électriques et des consommateurs beaucoup plus satisfaits. Les répondants ont indiqué que 25 des concessionnaires contactés qui avaient au moins un véhicule électrique sur leur lot offraient des véhicules électriques neufs et usagés, un signe de la croissance du marché des véhicules électriques d'occasion. Parmi les constructeurs automobiles, Tesla a été signalé comme offrant la meilleure expérience d'achat des consommateurs avec un score de satisfaction moyenne de 4,5 sur 5. Chrysler a été signalé comme offrant la pire expérience d'achat des consommateurs avec un score de 2,9 sur 5. Selon l'organisme Mobilité électrique Canada, c'est en Colombie-Britannique qu'il s'est vendu la plus grande proportion de véhicules zéro émission au pays, depuis l'entrée en vigueur de l'incitatif fédéral pour l'achat des voitures électriques. Depuis le 1er mai, donc 10 des nouveaux véhicules achetés par les Britanno-Colombiens sont zéro émission, alors que ce taux est de 3,5 en moyenne au Canada. Le Québec arrive en deuxième position avec 7 Selon Al Cormier, président de Mobilité électrique, les incitatifs provinciaux qui s'ajoutent à l'incitatif fédéral sont efficaces. La Colombie-Britannique offre, on vous le rappelle, un rabais de 3 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique qui s'ajoute aux 5 000 $ offerts par le gouvernement fédéral. La province va même plus loin. Les automobilistes qui possèdent une vieille voiture peuvent profiter d'un rabais supplémentaire pouvant aller jusqu'à 6 000 $ s'ils décident de remplacer ce vieux véhicule par un véhicule zéro émission. C'est maintenant fait. Ford a lancé sa Mustang Mach-E 2021, un VUS tout électrique qui vise une autonomie de 485 km. Elle offrira 2 capacités de batterie, en fait, à traction arrière ou intégrale et une autonomie maximale homologuée de l'EPA projetée de plus ou moins 485 km pour une des versions. Le véhicule est inspiré de la Mustang, bien que ce soit le premier à avoir un groupe propulseur entièrement électrique, 4 portes, une traction intégrale et le style de carrosserie VUS. À vrai dire, elle n'a de Mustang que le nom. Même si ça peut prendre un certain temps à Ford pour convaincre le monde des voitures électriques de la venue de la Mustang électrique, son objectif est tout simplement de faire de la Mach-E le nouveau produit phare de Ford. Nous avons appris que l'autre objectif était de maintenir l'image de marque Mustang pour une nouvelle génération d'acheteurs pour lesquels les coupés 2 portes équipés du moteur V8 n'étaient tout simplement plus pertinents. Les recherches de la société ont démontré que les jeunes acheteurs chinois s'attendaient à de grands écrans tactiles, donc la Mach-E propose un écran de 15,5 pouces avec des commandes intuitives et une intégration complète d'éléments numériques. Pour le dévoilement de la Mach-E, ce n'était pas simple. Ford savait qu'elle avait à développer de nouveaux véhicules entièrement électriques pour remplacer sa voiture obsolète conforme aux normes Focus électrique. Lorsque Jim Hackett a remplacé Mark Fields en tant que PDG en mai 2017, il a commandé une révision de tous les nouveaux produits et la voiture électrique proposée alors en développement n'était pas jugée suffisante. La Mustang Mach-E 2021 offrira 2 capacités de batterie, soit 75,7 et 98,7 kWh avec une autonomie de 370 ou encore 485 km. Elle utilisera des cellules de poche lithium-ion avec 96 modules contenant 4 cellules chacune. Le bloc batterie large et plat reposera sous le plancher de la cabine. Des plaques de liquide situées au bas de l'appareil permettront de refroidir ou de chauffer au besoin. Force est d'admettre que depuis quelques mois, le circuit électrique a augmenté la cadence et les bornes rapides s'installent à vitesse grand V. Ainsi, dernièrement, les bornes suivantes ont été installées et dans certains cas, ce sont des nouveaux sites, dans d'autres cas, ce sont des ajouts à des sites existants. On parle donc d'une borne rapide à Saint-Rémy, à la Caisse Desjardins, des Moissons et des Roussillons, au 793 rue Notre-Dame, à Sainte-Sophie, 2 bornes au Shell au 1040 boulevard Sainte-Sophie, à Marieville, chez Crevier, au 175 rue Claude de Ramsey, à Saint-Tite, au Shell 655 route 153, à Actonville, toujours au Crevier 320 rue de Roxton, à Ange-Gardien, 2 bornes qui s'ajoutent à celles qui étaient déjà au Taille Express 99 de la route 235, Valleyfield, 2 à la Caisse Desjardins Salaberry de Valleyfield au 120 rue Alexandre, au quartier 1030, 2 nouvelles bornes à l'extérieur devant le Sport Expert au 95-50 boulevard Leduc,
4 bornes à Saint-Eustache à la Caisse des Jardins au 575 boulevard Arthur-Sauvé et finalement 2 bornes à Anjou au SO au 6270 Louis H. Lafontaine. Chronique Branchez-vous avec Pierre Tadros. Comme le mentionnait Martin en introduction, l'autonomie des véhicules électriques diminue grandement l'hiver, entre 35 et 50 de moins que l'été, et même encore moins parfois. Les pneus d'hiver grugent déjà 10 parce qu'ils sont plus adhérents, ce à quoi il faut ajouter l'efficacité réduite des batteries exposées au froid et, bien entendu, le chauffage de l'habitacle qui prend beaucoup plus d'énergie que la climatisation l'été. Mais ce qui nous surprend plus encore, ce sont les variations de l'évaluateur d'autonomie de nos véhicules. On les appelle affectueusement les GOM, pour l'expression anglaise Gasometer. Pourquoi donc? D'abord, il faut savoir que ces évaluateurs sont des programmes qui tiennent compte de nombreux facteurs. En premier lieu, nos habitudes de conduite. Plus on est agressif ou pressé, plus on demandera de l'énergie à nos batteries et donc, moins l'autonomie sera grande. Le GOM va considérer cela dans son calcul. Ensuite, il y a la température extérieure. Plus c'est froid, plus ça consomme, plus ça affecte l'autonomie. C'est la même chose pour ce qui est du chauffage de l'habitacle. Déjà, il est possible d'influencer ces facteurs sur le GOM. Par exemple, en utilisant le volant et les sièges chauffants pour diminuer le besoin de chauffage de l'habitacle. Ou encore, si l'on dispose d'une borne de niveau 2, 240 volts, on fait préchauffer la voiture alors qu'elle est toujours branchée. Ça ne coûte pas plus cher, ça ne prend que 3-4 minutes et on diminue là aussi la demande à nos batteries au départ. Maintenant, parlons des facteurs qui dépendent des trajets. Supposons que vous vous retrouvez pris dans le trafic en train de rouler à 20 km/h en moyenne pendant 6 ou 7 km. Eh bien, votre autonomie sera rehaussée. D'un autre côté, si vous êtes pressé et que vous roulez très rapidement sur l'autoroute, l'autonomie baissera. Particulièrement l'hiver, si l'on doit s'arrêter en cours de route, il faut tenir compte des redémarrages, ce qui est évidemment énergivore. D'autres éléments viennent affecter le nombre de kilomètres estimés restants pour notre route. On peut penser à la géographie du parcours. Est-ce que ça monte plus que ça descend? Est-ce que c'est une route plutôt plate? Est-ce qu'il vente fort? Parce que oui, le vent affecte également la consommation d'énergie. De même, l'usage du régulateur de vitesse entre 90 et 100 km/h sur une route plutôt plate, eh bien, ça aide certainement à optimiser l'énergie de nos voitures. Remarquons que tout ça est aussi vrai pour un véhicule à essence. Cependant, pour les véhicules électriques, l'usage futé des options de conduite offre des avantages intéressants. Par exemple, du côté des hybrides rechargeables, pour les grandes distances, si l'on utilise la génératrice ou le moteur à essence sur l'autoroute, il est parfois possible d'utiliser la chaleur du moteur pour chauffer l'habitacle, ce qui économise les batteries. Et puis, lorsqu'on arrive dans du trafic ou dans un environnement urbain, il suffit de remettre le mode électrique qui est alors beaucoup plus efficace. Ainsi, on maximise l'usage des deux sources d'énergie et donc, on augmente l'autonomie électrique du véhicule tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre. L'utilisation futée des modes de conduite pour les entièrement électriques est également fort intéressant. On peut penser à l'usage des commandes de régénération des batteries lors des ralentissements et des freinages, les fameuses palettes. C'est à voir selon les options offertes de chacun des modèles. Bref, tout au long d'un parcours, l'autonomie affichée peut descendre rapidement, parfois remonter un tantinet, tantôt demeurer stable ou diminuer beaucoup moins rapidement que la distance réelle. À l'arrivée, il est tout à fait normal que le nombre de kilomètres parcourus ne soit pas ce qui avait d'abord été affiché par l'évaluateur ou le GOM lors de votre départ. Généralement, il s'adapte assez bien à nos habitudes de conduite, si tant est que nous sommes pratiquement le seul conducteur du véhicule. Le GOM donne donc une idée générale de ce à quoi on pourrait s'attendre dans des conditions habituelles. Mais dès que la température change de quelques degrés, que notre vitesse est passablement ralentie ou accélérée, que le préchauffage n'est plus le même ou que n'importe quel autre facteur dont je viens de vous parler se fait sentir, eh bien, l'évaluateur va tenter de s'adapter. Le meilleur truc que l'on peut avoir, c'est de prendre l'habitude de regarder notre consommation de kilowattheure dans différentes conditions. De cette manière, on sera en mesure de mieux anticiper notre consommation d'énergie selon ce qui se présentera à nous. Aussi, en cours de route, en fonction de ce qui se dessine d'ici notre arrivée, nous pourrons évaluer le kilométrage qu'il nous reste
selon le niveau de réserve de nos batteries. En tout temps, particulièrement l'hiver, soyons prudents. Alors, évitons les mauvaises surprises et prenons l'habitude d'être chargés au maximum ou de garder au moins 25 % de réserve avant chaque recharge. Je vous souhaite un bel hiver et, comme plusieurs d'entre nous le faisons, d'améliorer vos paris avec vous-même sur vos propres évaluations d'autonomie. Bonne route! Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com. Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richmond, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Bonjour, ici André Bellil et vous écoutez Silence, on roule. Aujourd'hui, on a un spécial formation, puis vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Quelqu'un qui s'intéresse aux véhicules électriques aujourd'hui, qui veut aller étudier dans le domaine, il y a des possibilités qui sont déjà offertes et il s'agit juste de savoir que c'est là puis de s'y inscrire. Donc, on a deux invités aujourd'hui pour vous en parler. Le premier, Yves Rassette, qui est responsable du pôle d'expertise en véhicules électriques et également formateur à l'École des métiers de l'automobile de Montréal. Merci d'être là, Yves. Ouais, merci beaucoup, Martin. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. On a également au bout du fil Éric Lapelle, qui est conseiller en formation pour entreprise du Cégep de Saint-Jérôme, responsable, entre autres, des programmes de formation sur les véhicules électriques. Bonjour, Éric. Bonjour, Martin. Donc, deux invités. Les deux vont nous parler de formation. Dans le cas de Yves, donc il travaille dans un contexte de formation, donc à l'École des métiers automobiles de Montréal, où c'est des formations de niveau secondaire. Donc, il y a un DEP en mécanique automobile, mais il y a des spécialisations qui se donnent sur les véhicules hybrides, véhicules électriques, véhicules hydrogène. Donc, c'est dans ce contexte-là que tu nous en parles aujourd'hui. Et toi, Yves, étant donné que tu es rattaché au Cégep de Saint-Jérôme, c'est des formations de niveau collégial, donc AEC, je présume. Oui, de mon côté, attestation de titre collégial, donc des programmes collégiales de courte durée, intensifs, vraiment axés sur un type de profession. Dans ce cas-ci, c'est des techniciens en véhicules électriques. D'accord. On va essayer de démêler tout ça pour que ça soit clair pour les gens. Je vais commencer par Yves. Donc, Yves, au moment où on se parle, quelqu'un qui est un jeune qui veut se lancer en mécanique automobile puis qui va faire le DEP en mécanique automobile, le DEP là, normal là, qu'on connaît. Est-ce que dans le cadre de sa formation, il va recevoir des modules spécialisés sur les véhicules électriques ou il doit absolument faire une formation à part? Bien, pour l'instant, ce n'était pas intégré à l'intérieur des programmes du ministère de l'Éducation. Puis donc, il y a peut-être des petites notions nécessairement, on doit quand même représenter le marché actuel. Donc, oui, on peut peut-être en parler un peu, mais dans le programme en tant que tel, on ne le voit pas en détail, puis il n'y a rien de spécialement conçu pour ça. Cela étant dit, il y a un AEP, donc une attestation d'études professionnelles qui a été approuvée récemment par le ministère de l'Éducation, donc qui est spécialisé en mécanicien de véhicules électriques, qui est une formation de 645 heures, qu'un jeune de DEP va pouvoir faire à la suite de son DEP. OK, donc on fait notre DEP en mécanique automobile, puis on va suivre une spécialisation à côté où là, on va vraiment entrer plus en détail, en profondeur sur les véhicules électriques, véhicules hybrides. Effectivement. Okay. Tout ce qui est en lien avec la motorisation électrique, donc hybride branchable ou électrique 100%, il va peut-être avoir des petites parties qui vont parler un peu d'hydrogène, mais nécessairement, ce n'est pas ce qui est le plus populaire. Donc, on essaie d'avoir les véhicules qui sont le plus populaires sur le marché.
OK. Et toi, Éric, dans le cadre des formations collégiales, donc attestation d'études collégiales, là, on parle de quelqu'un qui va aller étudier. Là, c'est pas nécessairement des mécaniciens automobiles. Là. Il y a une nuance à apporter par rapport au programme dont nous parlait Yves à l'instant. C'est-à-dire que les gens qui ont le profil mécanicien peuvent venir suivre notre programme de formation. Nous, c'est un programme de perfectionnement pour des gens qui ont un bagage mécanique, électrique, électronique, électromécanique. Ils ont des compétences de base qui permettent justement de faire partie de notre programme, qui va viser à former leurs compétences de technicien en support à l'ingénierie. Donc, nous, on vise des compétences sur la conception puis la fabrication des véhicules électriques pour aider justement les ingénieurs dans des entreprises à travers le Québec qui, eux, produisent et conçoivent et créent des véhicules électriques. On a quand même des autobus, entre autres, des véhicules maritimes, des bateaux, des motos. Donc, on est dans la sphère vraiment là de l'équipe qui conçoit le véhicule et qui dessine, dans le fond, le véhicule, autant le moteur que le battery pack. Donc, nous, on va au cœur, justement, du véhicule électrique. D'accord. Et ça, c'est quelque chose pour lequel, pour nous qui sommes plus proches du milieu et relève de l'évidence, mais je pense pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas clair nécessairement qu'on a au Québec une industrie manufacturière où l'on fabrique des véhicules électriques. La région de Saint-Jérôme est une région phare dans ce domaine-là. D'ailleurs, plusieurs entreprises du secteur y sont situées. Donc, ces entreprises-là qui fabriquent, que ce soit de l'équipement électronique qui va aller dans les voitures électriques ou qui fabriquent des véhicules eux-mêmes, leur bassin de recrutement, ça prend des gens qui ont des formations dans différents domaines en ingénierie, mais entre autres, si j'ai bien compris, dans votre programme, vous allez former les gens pour être capables de se spécialiser pour travailler dans des domaines de fabrication, mais vraiment adaptés au domaine de la voiture électrique parce qu'il y a des particularités j'imagine, qui sont propres à ce secteur d'activité-là. Oui, tout à fait, parce que dans le fond, c'est le véhicule électrique à la convergence de la mécanique, de l'électromécanique, de l'électrique aussi. Donc, les compétences que recherchent les employeurs sont bien précises et sont pas disponibles actuellement sur le marché, sauf si quelqu'un qui a choisi un de ces créneaux-là s'est développé par lui-même, un peu autodidacte. Donc, nous, ce qu'on vise, puis en travaillant en partenariat réel avec ces entreprises-là, c'est d'identifier, quelles sont les compétences dont ils ont besoin pour que, à l'interne, leur équipe d'ingénieurs puisse avoir le support des techniciens pour les étapes que j'ai mentionnées tantôt, la conception, la fabrication, ce qu'on appelle l'entretien correctif ou en bon québécois, le troubleshooting, donc tout ce qui peut se passer sur une ligne de montage. Et donc, on peut en nommer, mais la compagnie électrique Lyon à Saint-Jérôme, Novabus à Saint-Eustache, je pourrais parler de Nordressa à Laval, sur la Rive-Sud aussi, Leto Green Motion, LTS Marine, la compagnie de bateaux canadiens électriques, plusieurs entreprises. C'est un beau domaine où il y a de l'effervescence, où il y a beaucoup d'entreprises qui voient le jour, mais qui, oui, avaient un besoin, un enjeu au niveau de trouver la main-d'œuvre, qui ont les compétences spécialisées dans le domaine du véhicule électrique. Et c'est avec notre programme qu'on tente de répondre à ce besoin-là pour justement qu'ils puissent embaucher des gens qui, dès le départ, peuvent justement prêter main forte à leur équipe de production. Super. Écoute, il me vient une question en tête et c'est pour Yves que j'aimerais la poser. Le mécanicien qui a son garage, qui travaille depuis plusieurs années, qui fait de l'entretien automobile, qui suit peut-être des petites cliniques de perfectionnement ici et là, et que là, il voit arriver des autos électriques là, de plus en plus à son garage, il connaît pas ça, puis lui, il veut aller chercher un peu de perfectionnement. Est-ce qu'il doit absolument faire le programme de perfectionnement dont tu nous as parlé tantôt, l'AEP, ou il y a des cours plus à la carte ou des perfectionnements pour des gens qui sont déjà des mécaniciens chevronnés, mais qui veulent aller se perfectionner sur des points particuliers? C'est le fun que tu en parles parce que justement, j'ai été approché par la CPA pour justement piloter ce programme-là, qui est un nouveau programme qui va être divulgué dans les prochains jours, là, qui a déjà été annoncé. Dans le fond, c'est un programme qui est provincial, qui a eu un budget qui vient du ministère de l'Éducation et du ministère du Travail, et puis qui va supporter, dans le fond, l'apprentissage et puis le maintien en emploi des mécaniciens qui sont présentement sur le marché et puis qu'on veut répondre aux besoins de la réparation et de l'entretien de ces véhicules-là qui, présentement, rentrent dans certains garages, puis que
les mécaniciens ne sont pas tout à fait à l'aise de les réparer parce qu'ils n'ont peut-être pas la connaissance, ils n'ont peut-être pas eu la formation. Donc, oui, il y a quelque chose qui est en place et qui est équivalent à environ, je vous dirais, 250 heures. Donc, c'est un projet provincial qui va tenir en compte qu'un mécanicien va pouvoir aller sur un site Internet on va nécessairement indiquer et qui va pouvoir aller évaluer un peu sa compétence, savoir, il est juste en électricité de base, en électricité intermédiaire. Il est-tu d'un niveau hybride de niveau sécurité 1 ou hybride sécurité 2 ou du niveau d'aller dans un cours un peu plus avancé de 105 heures qui, lui, c'est vraiment un cours qui est plus nécessairement avec on met les mains dedans, là, si on veut. Donc, le 105 heures, c'est vraiment pour aller, réparer puis avoir un peu de diagnostic pour être capable de maintenir nos véhicules puis garder ce monde-là en emploi qui veulent se perfectionner puis qui n'auront pas nécessairement le temps peut-être d'aller faire le 645 heures. Donc, ce projet-là, il va être subventionné en partie. Il va y avoir une partie qui va être, même le salaire va être couvert, et puis ils vont pouvoir aller se perfectionner en lien avec tout l'entretien du véhicule. Je vais te poser une question, Yves, puis si tu n'es pas à l'aise de répondre, tu me le diras. Quand tu t'achètes une voiture électrique chez un concessionnaire, souvent, on va nous dire faites-vous-en pas, monsieur ou madame. On a, mettons, je ne sais pas, 15 mécaniciens ici, mais on a 3 là, qui ont été formés par, si on est chez Nissan, ils vont dire par Nissan, ou si on est chez Chevrolet, ils vont nous dire par Chevrolet, qui ont été développés ou qui ont été formés pour entretenir les véhicules électriques. Quelle est la différence entre cette formation-là que le manufacturier va donner pour que ces mécaniciens chez les concessionnaires soient aptes à réparer les véhicules que fait cette marque-là, et la formation dont tu parles, qu'on peut aller suivre là, dans une école spécialisée comme la tienne? Et la grosse différence majeure, c'est que dans un manufacturier, ils vont se concentrer beaucoup sur leurs produits et leurs modèles. Donc, c'est sûr qu'ils vont vraiment focusser leur formation sur qu'est-ce qu'ils vendent et ils veulent l'entretenir aussi. Donc, ça veut dire qu'ils ne couvrent pas tous les modèles de véhicules. Tandis que dans une école, comme on veut offrir les programmes, donc à travers le Québec, parce que ce projet-là, c'est un projet provincial, pour rendre apte toute la province à pouvoir répondre, parce que tu sais comme moi que tous les véhicules, on part de Montréal, on va à l'extérieur d'une région, on peut partir de Québec, on peut aller à Gaspé. Il va falloir que ce véhicule-là soit entretenu, son resprit à Gaspé. Donc, il va falloir que ça soit un peu pareil partout. Donc, la grosse différence, c'est qu'on va aller couvrir tous les types de véhicules, tous les marques de véhicules, en passant par Nissan, que ce soit le Volt, le Bolt, que ce soit un Tesla Model S, un Model 3. Donc, il faut vraiment qu'on touche à tout parce que c'est un cours qui est vraiment générique et non focusé sur seulement une marque. Donc, c'est pour couvrir beaucoup l'après-marché, oui, mais en couvrant aussi avec des spécificités en lien avec les manufacturiers puis les normes des manufacturiers aussi. OK. Éric, je vais te poser une question très similaire à celle que j'ai posée à Yves tantôt. Moi, je suis un électromécanicien ou encore je suis ingénieur de production ou peu importe, je suis un technicien en électronique qui travaille dans une firme. Et puis là, je vais aller suivre un peu de perfectionnement dans l'orientation dont tu nous as parlé tantôt pour les entreprises qui offrent dans le secteur de la fabrication des véhicules électriques ou de l'équipement pour les véhicules électriques. Est-ce que je peux faire une formation plus à la carte, outre là, en marge là, de l'AEC complète, si je vais aller faire un cours ou 2 cours sur des thèmes sur lesquels je pense que je devrais me spécialiser? Est-ce que c'est offert par le Cégep? Actuellement, non, mais c'est en développement. En fait, en ce moment, sur ce qu'on travaille, c'est sur la mise en ligne aussi de formation pour rendre la formation plus accessible. On est conscient qu'un programme à temps plein, même s'il est intensif, surtout en période de plein emploi, c'est pas évident pour tout le monde de libérer ce temps-là. Donc, on travaille justement à que nos cours soient en mode un peu hybride, hein, puis ça tombe bien de parler d'hybride dans le cas de cours dans ce dossier-là, pour que les gens puissent suivre le cours à moitié justement par des modules personnalisés, je dirais individuels, qu'ils peuvent faire à distance au moment qui leur convient à la maison ou au travail, et avoir des périodes également en atelier comme tel pour suivre les cours, pour progresser dans le programme d'AEC de façon plus conviviale comme tel et moins restrictive au niveau de leur emploi du temps. Sinon, on a également comme projet, effectivement, de pouvoir, justement, dans certains cas, sortir, justement, un cours du programme pour
de l'offrir, je dirais, en mode ce qu'on appelle pour tous, donc en mode à la carte. Et ça, je vous dirais que s'il y a déjà des gens intéressés, on a quand même certains leviers au niveau collégial pour accepter des étudiants invités dans nos cours. Donc, quelqu'un qui ne s'inscrirait pas à l'ensemble du programme et qui serait intéressé par un cours en particulier, comme par exemple le cours d'accumulateur et de recharge, donc là où on apprend à monter un battery pack en soi, en associant les cellules ensemble, puis en cherchant justement une certaine, je dirais, niveau de performance au niveau de la batterie, du battery pack. Ça, c'est toujours possible, mais ça demeure que cette personne-là doit joindre, dans le fond, la cohorte étudiante qui suit le cours comme tel. Mais on réfléchit à avoir des cours du soir prochainement également et de fin de semaine pour sortir un peu des horaires pour les gens qui travaillent et qui seraient intéressés de se perfectionner par le soir dans certains éléments de notre programme. Excellent. Ben écoutez, j'ai envie comme de wrapper ça en faisant une espèce de petite synthèse là, pour que les gens qui nous écoutent, qui pourraient avoir un intérêt, aient l'information pour être capable de passer de l'intérêt aux actes, comme on dit. Donc, Yves, quelqu'un qui est mécanicien automobile, puis qui dit, moi, je suis intéressé à faire l'attestation pour me spécialiser en véhicule électrique. Peux-tu nous résumer, ça dure combien de temps? À quel endroit ça se donne, si on veut la suivre? Puis, comment on s'y prend si on veut s'y inscrire ou aller chercher de l'information sur cette attestation d'études professionnelles-là? Et l'attestation d'études professionnelles est déjà sur les sites Inforoute, donc du ministère de l'Éducation. Et puis, les commissions scolaires à travers le Québec qui offrent le 645 heures, ça va être indiqué sur le site de l'Inforoute FTP, donc où ce que tout le monde va s'inscrire pour les programmes du ministère. Okay. On va mettre je vais mettre l'hyperlien là, dans les références du podcast après pour ceux qui s'intéressent, mais c'est sur Inforoute, formation professionnelle et technique. Effectivement. Puis ça, il va en avoir à travers la province. Il y a différentes commissions scolaires à travers la province qui vont qui va offrir le programme de 645 heures, justement. OK. Et si on veut avoir, tu disais qu'il y avait aussi des cours qu'on pouvait prendre ou des perfectionnements qu'on pouvait prendre là, de façon plus à la carte. À ce moment-là, ça dure combien de temps en moyenne? C'est quoi ça joue entre quoi et quoi, ces formations-là? On dirait, écoutez, il y a différents niveaux. C'est sûr qu'il y a hybride électrique 1, hybride électrique 2 et il y a le 105 heures que nous, on appelle le véhicule à motorisation électrique. Eux, le VME a été développé à l'École des métiers à Montréal. Donc, l'École des métiers à Montréal l'offre depuis 1 an, ce cours-là, pour les techniciens qui voudraient s'y inscrire. Donc, vous avez juste à aller sur le site de l'École des métiers de l'équipement motorisé de Montréal ou appeler à l'école pour qu'ils vous donnent la référence. Le hybride 1 et hybride 2 se donnent à travers tous les CPA, donc les comités paritaires automobiles à travers la province. Puis c'est délivré en général en association avec les centres de formation professionnelle à travers le Québec. OK. Donc, dans le centre de formation professionnelle à travers le Québec que vous avez, ça, c'est des cours qui s'adressent directement aux mécaniciens, aux apprentis mécaniciens dans certains cas aussi. Donc, pour qu'ils parfaire leurs connaissances puis qu'ils soient plus aptes à réparer et entretenir les véhicules nécessairement. Okay. Éric, je te pose essentiellement la même question. Quelqu'un qui est intéressé d'aller faire l'attestation d'études collégiales, à quel endroit faut qu'il aille pour suivre cette formation-là? Donc, quel cégep l'offre? Combien de temps ça dure et comment on fait pour s'y inscrire? Donc, nous, dans le fond, au site à Saint-Jérôme que ça se passe, au cégep de Saint-Jérôme. Pour toutes les informations sont disponibles sur notre site au cstj.qc.ca. C'est une formation qui dure 9 mois en ce moment. Donc, on débute nos cohortes au mois d'avril pour terminer avec le stage final au début de l'année suivante, donc en janvier et février. Et naturellement, ce qui est mentionné aussi, c'est comme c'est un créneau qui est encore en émergence, on a un soutien au placement de nos étudiants pour faire un bon arrimage entre le profil de chacun de nos étudiants et les besoins différents des différentes entreprises dans ce créneau-là. Et puis, sur notre site, dans le fond, cstj.qc.ca, vous suivez formation continue, vous allez dans la liste de programmes d'études, vous allez trouver technologie de véhicules électriques, et là, vous avez l'ensemble d'informations sur les contenus des cours, et également les dates où on a des soirées d'information et de nos prochaines cohortes. Puis pour les gens qui ont des entreprises, vous allez avoir également mes coordonnées dans cette même liste-là. C'est de me contacter directement pour qu'on puisse voir s'il y a des besoins sur mesure de formation qu'on peut offrir pour votre entreprise. On a entre autres un programme subventionné avec Service Québec en ce moment qui permet à des employés d'entreprise de suivre notre AEC, mais à raison d'une journée par semaine pour justement ne pas trop brimer leur temps de travail et avec justement toutes les heures d'études qui font l'objet d'une subvention salariale. Donc, c'est un projet très intéressant qu'on a qui se veut un levier là, pour favoriser la formation du personnel en entreprise pour justement les amener au niveau de technicien là, en VE.
Et je me permets de vous poser la question. Le Cégep de Rivière-du-Loup offre également, c'est le même programme qui est offert à Rivière-du-Loup? Oui, de toute façon, on a travaillé conjointement avec le Cégep de Rivière-du-Loup. En ce moment, à ma connaissance, il n'y avait pas de cohorte prévue comme telle pour le démarrer, mais ils ont tous les équipements nécessaires disponibles. Donc, s'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés dans le secteur, justement, de l'Est du Québec, c'est sûr que le Cégep de Rivière-du-Loup peut répondre à la demande, effectivement, assez rapidement. Excellent. Je vais terminer ça avec une petite colle. C'est peut-être plus Yves qui peut répondre, mais gêne-toi pas, Éric, si tu veux mettre ton grain de sel. Je suis sur la route, puis j'ai un problème avec mon véhicule, puis j'arrête chez un garagiste. Comment je fais pour savoir si le garagiste a la compétence nécessaire pour travailler sur mon véhicule électrique? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je valide avant d'y laisser jouer dans mon véhicule? C'est une bonne question. Hein? Très bonne question. C'est sûr que si en partant, là, tu as un garagiste qui s'affiche avec donc un membre de l'AVEC qui supporte l'AVEC, c'est déjà un bon signe. C'est déjà un bon signe. S'il y a des véhicules à l'extérieur puis des bornes de recharge à l'extérieur, ça aussi, c'est un très bon signe. Puis si cette entreprise-là, en plus, elle peut te prêter des véhicules électriques pendant qu'elle répare ton véhicule, à l'entretien de ton véhicule, c'est un autre très bon signe. Donc, ça veut dire que l'enthousiasme est là, mais il y a aussi une certaine expertise qui est développée à l'interne, c'est clair, où il y a une certaine attirance vers les véhicules électriques. Est-ce que l'expertise est là? C'est très, très touché de dire une expertise parce que c'est très variable. Donc, il faut vraiment s'assurer que le mécanicien, c'est un mécanicien que vous connaissez habituellement de longue date ou de confiance. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de points là, à dire, là, ou de certification de fait. Puis je pourrais même dire à travers l'Amérique du Nord, c'est un peu comme ça aussi. Ouais, on n'est pas différent d'ailleurs. Par contre, quelqu'un qui serait allé suivre le programme de formation que vous donnez, normalement, va avoir reçu un diplôme. À la limite, dans les nouveaux, justement, avec la nouvelle structure qu'on a mis provinciale, avec le projet provincial, il va y avoir des instructeurs qui vont être certifiés et les garagistes vont être certifiés aussi. Donc, il va y avoir une façon de les reconnaître. Éric, tu avais quelque chose à ajouter? Pour en rajouter un peu, faire du pouce sur ce que dit Yves, faut pas hésiter à poser des questions, à savoir où la personne aurait été chercher, où le garagiste aurait été chercher son expertise et ses compétences, justement, en entretien d'un véhicule électrique. Avec l'entrevue que vous avez faite aujourd'hui, là, on a fait pas mal le tour de ce qui existe en formation dédiée, justement, à ce type de véhicule-là. Donc, faut pas hésiter à poser des questions. C'est sûr que s'il connaît Yves Racette ou Éric Lapelle, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'il a fait affaire avec les bonnes institutions d'enseignement pour la formation. Mais faut pas hésiter à poser des questions parce que des gens qui apprennent par eux-mêmes, oui, ça existe. Il y en a des très bons aussi, mais il faut valider quand même où ils ont été chercher leur information pour se proclamer, je dirais, spécialiste en entretien de véhicules électriques. Alors, Yves Racette, Éric Lapelle, merci beaucoup, messieurs, pour votre présence au podcast aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est un plaisir. Lorsque vous rechargez votre véhicule, protégez votre prise contre les intempéries, la pluie et la neige. C'est imperméable, très résistant, facile à installer et à enlever. N'endommage pas votre véhicule car c'est un système sans aimant, même avec antivol pour certains modèles. Cette housse protectrice de port de recharge est disponible en plusieurs couleurs: noir, rouge, bleu, blanc, gris. 514-512-4652. Macapuche.com. Vous écoutez le véhicule électrique au féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réaume, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette chronique du mois de novembre du véhicule électrique au féminin. Aujourd'hui, j'étais censée de vous parler du véhicule électrique 100% électrique, de ses avantages, de ses inconvénients, à qui il s'adresse particulièrement, mais j'hésitais car, et vous serez sûrement d'accord avec moi, le sujet a été maintes fois abordé ici et par des professionnels qui le font d'une façon beaucoup plus efficace que la mienne. Donc, je ne fais ni une ni deux et je décide de changer le ton de mes prochaines chroniques et on commence aujourd'hui. Je suis une personne qui aime réfléchir. J'aime aussi trouver des pistes de solutions aux différents problèmes qui se présentent à moi. J'aime aborder des avenues différentes afin d'avoir plus de plaisir et plus d'efficacité dans les actions que je pose ou que je vais poser en fait. Donc, l'électromobilité est pour moi une avenue différente quand vient le temps d'aborder un changement de véhicule ou l'achat d'un nouveau véhicule. C'est aussi une solution à différents problèmes environnementaux et écologiques qui se présentent à nous. Et je trouve que le véhicule électrique, en fait, est tout à fait indiqué pour les femmes. Donc, je trouve qu'il se prête particulièrement bien à une conduite plus féminine. J'ai envie de vous donner quelques statistiques. Au Québec, en 2017, nous étions 5% plus de femmes dans le Québec de 15 ans et plus. Et pourtant, il y a 7% plus d'hommes qui sont titulaires de permis de conduire. Donc, les femmes sont encore sous-représentées en termes de conductrices automobiles et c'est aussi très, très vrai dans le domaine de l'industrie automobile. Donc, en termes des gens qui y travaillent. On voit de plus en plus de femmes, mais il n'y en a pas encore beaucoup et on est très, très loin du 50%. On est loin de la parité, en fait, là. Donc, il y a encore très peu de mécaniciennes qui travaillent dans les ateliers. On voit par contre plus de femmes au niveau du service comme conseillères. On voit plus de femmes au département des ventes, au département des finances. C'est quelque chose qu'on voit quand même depuis quelques années. Mais on est loin d'être en majorité. Et le véhicule électrique ne fait pas exception à la règle. On y voit encore moins de femmes qui sont portées vers ce type de véhicule-là. Et je l'ai déjà mentionné, c'est un fait qui me surprend parce que quand on connaît un peu les véhicules électriques, son confort, son silence, sa facilité à entretenir en général, on est surpris de voir qu'il n'y a pas plus de femmes que ça qui sont propriétaires de VE. Donc, ceci étant dit, j'ai envie d'aborder avec vous dans les prochains mois le sujet du marché secondaire du véhicule électrique. Donc, je parle bien entendu de véhicules seconde main, de véhicules usagés, que ce soit du retour de location ou de la voiture qui a déjà 7 ou 8 ans ou qui a été remis à neuf là, suite à un accident ou bien un véhicule qui vient des États-Unis. J'ai envie de parler aussi avec vous du marché des pièces reconditionnées, des pièces qui ne sont pas des pièces de remplacement qui ne sont pas d'origine, donc qui ne viennent pas du concessionnaire. On parle de pièces à ce moment-là qui sont meilleur marché, qui sont plus économiques, parfois plus abordables. Donc, on va parler de ça. On va parler de pièces usagées, puis j'ai envie aussi d'aborder tout le côté des garanties qui est relié au véhicule électrique. Donc, les garanties d'une année à l'autre avec les concessionnaires, ça évolue et ça change tout le temps. Puis le véhicule électrique, on fait juste penser aux batteries où il y a toute une gamme de garanties qui est reliée à ces dernières et qui, ma foi, vaut la peine de s'y arrêter afin d'être capable un peu de, quand il nous arrive quelque chose, de connaître nos droits puis de savoir où on va avec tout ça. Donc ça, c'est deux sujets, le marché secondaire et les garanties et les droits qui me tiennent particulièrement à cœur et que j'ai souvent abordé avec les femmes, mais qui, je pense, pourront intéresser tout le monde, hommes et femmes, qui va vous permettre aussi de prendre des décisions et des choix éclairés quand vient le temps de changer d'aborder un premier véhicule électrique, de le changer ou bien de l'entretenir et de le réparer tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année 2019. Je vous dis, soyez prudents sur les routes, prenez soin de vous, de votre famille et de vos véhicules pour les garder longtemps et on se reparle l'année prochaine en 2020.
Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. On est à une période de l'année où il n'y a pas beaucoup d'événements, donc ça va être assez court. Le premier, c'est une conférence que j'aurai la chance d'offrir le 23 janvier prochain à 19h. La voiture électrique, un survol électrisant, c'était la bibliothèque de Contrecœur au 5000 route Marie-Victorin. Ensuite, une autre conférence que je donnerai sur la voiture électrique le 18 février, cette fois-là à 19h à la bibliothèque de l'Île-des-Moulins. C'est au 855 place de l'Île-des-Moulins à Terrebonne. Ceci conclut la présente balado-diffusion. Silence on roule aimerait remercier tous les collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Mélanie Réaume, Pierre Tadros, Yves Rassette et Éric Laperle. Toute reproduction ou diffusion de l'émission est permise, mais Silence on roule apprécierait en être avisé. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@silenceonroule.com, alors que les questions générales regardant l'électromobilité ou l'Association des véhicules électriques du Québec sont envoyées à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, consultez le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au archives.silenceonroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.